Pour Coworking Channel, nous avons la chance d'être au laboratoire Eiffel et j'ai vraiment à mes côtés quelqu'un d'exceptionnel, donc qui est en fait Martin Peter, le conservateur de ces lieux depuis déjà plus de 50 ans, je crois bien. Oui, je suis rentré ici en 59 et comme salarié classique. Et en 62, on avait fêté les 50 ans du laboratoire. J'ai eu la chance de rencontrer les petits chantres de Gustave Eiffel. Donc monsieur Lecret Eiffel, monsieur Cranet Eiffel, et on a discuté beaucoup. Ils ont visité la soufflerie et tout. Et à un moment donné, comme j'étais le plus jeune, il y en a un qui s'est retourné et m'a dit « Vous, la jeunesse, je compte sur vous pour que vous gardiez ce temple de la science. » Ça fait tilt. Hein. Mais bon, j'ai continué. Et puis en 82, gros problème, on avait un gros problème financier, on a perdu beaucoup d'argent, indépendamment de notre volonté. C'était politique. Et puis, comme on faisait partie du GIFAS, c'était propriétaire, c'était le GIFAS, le général Couder, qui était le délégué, nous a appelé le directeur ici, M. Romani, et il m'a emmené avec lui. Et là-bas, et donc là, c'était tout de suite, prends le pas de compas. Alors, soit vous trouvez un acheteur, soit vous achetez, ou alors on ferme. Allez, très vite. Donc on est rentré et on s'est gratté la tête, qu'est-ce qu'on va faire? Et on a réuni une réunion ici avec des anciens clients et tout ça. Et puis il y a quelqu'un une personne qui travaillait au ministère de la Culture. Du coup, on a téléphoné, on a pris rendez-vous. Et j'étais allé là-bas avec mon ancien directeur et on a expliqué, ils sont venus. Et tout de suite, ils ont fait les démarches pour inscrire à l'inventaire des monuments historiques. Et le GIFAS ne savait rien. On n'a rien dit. On a fait ça en douce. Et comme je travaillais beaucoup, à ce moment, on travaillait avec le Audi, la firme Audi, le patron, qui était un ami, c'est devenu un ami parce qu'on travaillait beaucoup ensemble. Et il m'a dit qu'en déjeunant, il a dit, je sais que Peter, tu as des problèmes avec le labo et tout. Qu'est-ce que je peux faire? Je recherche un acheteur. Oh, il dit, j'ai un ami en Suisse, un industriel. Il parle souvent de Eiffel, on va le contacter. Il a téléphoné et ce monsieur a dit, venez me voir. Et puis on est parti à Lugano. Et puis après, il est venu à Paris. Après, on est retourné là-bas. Enfin bref, toute une année, ça a duré. Et une bonne année, ouais, pour se mettre d'accord. Parce qu'il ne voulait pas reprendre le personnel. On était 10 personnes, 12 personnes. Et moi, c'était des collègues de travail. J'ai dit, je marche avec vous à condition qu'on reprenne le personnel. Et finalement, à 1h du matin, dans ce bistrot à l'Opéra, à côté de l'Opéra, on s'est mis d'accord. Il a dit d'accord, je vois que tu insistes, on reprend le personnel. Donc on a repris le personnel. Et on a signé le 1er août 83 et on a créé, comme j'ai dit tout à l'heure, Aérodynamique Eiffel. Parce que ça s'appelait laboratoire, mais les gens, laboratoire, ça veut dire, ils téléphonaient pour faire des prises de sang, faire des analyses, faire des trucs. Ouais, vous ne comprenez pas trop. Donc j'ai dit, il faut faire Aérodynamique Eiffel. Et ça marchait. Et on a signé donc le 1er août 83 et le général Couder ne savait pas que c'était déjà inscrit. L'arrêté est sorti en 84 et je peux vous dire, quand il m'a appelé, parce qu'il a fait, le directeur est mis à la retraite d'office et il m'a donné la charge de directeur du laboratoire. Et il m'a appelé et il m'a dit, Peter, vous m'avez fait une sacrée vacherie. J'ai dit pourquoi? J'ai perdu beaucoup d'argent à cause de vous. Parce que vous voulez vendre tout l'ensemble pour un immeuble avec des architectes. Donc il avait beaucoup d'argent à gagner. Je dis oui, mais nous on a gardé le labo. Et puis bon, ça a continué. En 93, mon ami est parti. Et donc j'ai hésité un moment, mais j'ai dit il faut absolument qu'on garde ça. Et j'ai racheté ses parts. Mais en 82, j'ai eu beaucoup de problèmes avec la famille et tout, parce qu'on avait peur que ça ne marche pas. Et puis vous savez que le problème qu'on a quand on est tout seul. Hein. Mais voilà. Mais j'avais un appui énorme avec Audi, avec la firme Audi, le directeur, et même Piège était le patron et tout ça. J'avais un appui beaucoup. Et donc en 93, j'ai racheté ses parts, j'ai donné à mes 2 filles, et donc c'était devenu familial, la SARL, hein, toujours, par le bâtiment. Et en 2001, le GIFAS est revenu, c'était le général Gorch en ce moment, et il m'a dit, Peter, maintenant ils ont décidé de se séparer du laboratoire. Je dis, moi, je vais prendre ma retraite, et je ne veux pas fermer la société, donc essayons de trouver un acheteur. Alors on a vu un peu tout le monde, on a vu Tipéry à la mairie de Paris, on a vu Tintéger, le maire du 16e, les directeurs de grandes sociétés, enfin bref, on a vu pas mal de monde, tous les 3, le général Gorch, moi-même et le président Dubois, on était 3. Et finalement on a trouvé le CSTB. Alors le CSTB, il a dit d'accord, alors on s'est discuté beaucoup, et puis finalement, alors
L'arrêté est sorti en 97 parce que quand j'ai acheté tout seul, quand j'étais familial, j'ai dit il faut au moins classer l'intérieur parce qu'on voulait faire un parking à l'intérieur. Il y avait des architectes qui disaient on peut vider, il n'y a personne en dessous, on peut faire un parking. Vous avez optimisé les lieux parce que Voilà. vous vouliez accompagner. Ouais. Et du coup, j'ai vu le général Nicolas à ce moment-là et on a dit d'accord. Allez, au classe, et j'ai classé l'intérieur. Donc tout est classé monument historique. L'arrêté est sorti en 97, tout de suite, parce qu'ils avaient déjà préparé les papiers. Et donc en 2001, 28 novembre 2001, on a signé devant le notaire, il y avait avocat, et le Chifas, donc, il a dit, si vous achetez la SRL à Péter avec les conditions, je vous vends la SCI. Et moi, j'ai dit l'inverse, si vous achetez la SCI, je vous vends ma société et tout ça. Et les conditions, c'était comme Eiffel. Eiffel, quand il s'est retiré, il a fait un bail avec le STA, le service technique de l'aéronautique. Il a dit, moi je vais garder un bureau, je vais rentrer quand je veux et suivre les essais. Il avait 88 ans. Hein. Sa tête. Toute sa tête. Ah ouais. Ans, voilà. Et moi, quand j'ai vu que pendant toute ma carrière, on connaissait Eiffel, la tour Eiffel, le viaduc de Carapi, un petit truc, mais je ne savais pas qu'il a fait de la météo pendant 20 ans. Ouais, oui. C'est un génie en fait. Ah oui. Et puis l'aérodynamique, il a commencé à 70 ans et tout ça. Et puis il a publié tous les résultats. D'ailleurs, les trucs qu'on a donnés, il a donné tout ça pour le monde entier. Parce qu'il a carte. On appelle ça open source, donc il a donné la chance. Voilà. Et tout ça. Alors, donc moi je dis, il faut absolument faire connaître Eiffel. Alors du coup, ils sont acceptés. J'ai dit, je veux un bureau en viager. C'est mon bureau qui est là-bas dans le coin. Très bien. Avant, j'étais en haut, naturellement, mais là, ça me suffit. Et puis, un parking en viager. Et je peux rentrer quand je veux. Aussi longtemps que je vis, je viens ici. Voilà. Hein? Voilà. Donc, c'est comme ça. Et le directeur, donc ça m'a permis d'écrire Le Bataille du Vent, parce que c'était les archives que j'ai gardées et que j'ai mis en valeur maintenant. Voilà, c'est tout mon programme. Écoutez, moi j'ai envie de vous dire bravo, parce que vous mettez à l'honneur le patrimoine français. Et quand on parle de la Tour Eiffel, je pense qu'on ne peut pas connaître le monument le plus connu au monde, c'est bien la Tour Eiffel. Et Martin, vraiment, c'est incroyable parce que votre parcours, en fait, c'est un parcours de bâtons, parce qu'on vous a mis aussi des bâtons dans les roues pour ne pas garder en fait ce fameux. Tout le monde voulait le récupérer et vous avez finalement rien lâché et vous avez la chance quand même d'avoir quelques soutiens. Donc ça veut dire qu'il ne faut pas lâcher parce qu'un jour on a un soutien. Ça, c'est important aussi. Ouais. Je l'ai acheté en 83 avec mon ami et je l'ai vendu en 2001 au même prix. J'ai rien gagné. Voilà. Pour moi, c'était garder le patrimoine. Il faut le garder. Voilà. Il faut le garder. C'était ça votre rôle. Et aujourd'hui, je peux dire, intérieurement, je suis fier. Parce que quand je vois maintenant tout le monde qui vient, les réceptions qu'ils font, la visite qu'ils font, je peux dire c'est grâce à moi. Sinon, c'est un immeuble. Voilà. Oui, non, mais bravo, parce que pour nous qui sommes un média qui s'appelle Coworking Channel, qui est une chaîne justement pour aider les entrepreneurs, les coworkers, parce que finalement, l'inventeur, c'est un entrepreneur et il a toujours besoin de soutien. Et il a besoin de lieux comme ça pour connaître l'histoire d'Eiffel, parce que finalement on pense que l'entrepreneuriat tout est facile, mais d'avoir son histoire, ça permet de donner le moral et se dire de rester persévérant et de rien lâcher. Et vraiment, en France, on est frileux, on n'a aucun soutien. J'étais tout seul. C'est ça. C'est vraiment. Alors que la famille m'a dit il faut garder ça et tout, mais personne. Pourtant, on a contacté des sociétés et tout ça. Non. Et la famille Eiffel, à cette époque, je ne connaissais plus. Parce que quand les petits gens sont décédés, les jeunes, ils ne le voyaient plus. J'ai recommencé à travailler avec la famille Eiffel en 87. Monsieur Rocher, qui était directeur à la Tour Eiffel, il m'a toujours invité. Et un jour, on a discuté, et à un moment donné, il me dit, tiens, il y a la famille Eiffel, je vais vous présenter. Et la famille Eiffel, c'était de Porto. Ils ont regardé, ils ont dit, voilà, le secrétaire, directeur de Eiffel et de laboratoire Eiffel, qu'est-ce que c'est ça? Ils ne savaient pas. Ils ne connaissaient plus. Alors je les ai invités et c'est comme ça qu'on a repris avec Philippe et tout. Et maintenant on travaille ensemble. Oh mais c'est juste incroyable. Donc finalement, encore une fois, vous avez agi, vous avez appris l'histoire à la famille. Qui ne savait pas encore qu'il y avait ce lieu en fait magique qui était conservé. Je les ai invités. Ils sont venus et après, elle m'a écrit une lettre pour me remercier que j'ai gardé le patrimoine de leur grand-père.
Bah écoutez, moi j'ai envie de vous dire qu'on a un témoignage juste exceptionnel, Martin. Vraiment, moi ça me fait plaisir parce que nous-mêmes on est entrepreneurs. Moi-même, voilà, je suis une femme, c'est déjà difficile pour les femmes. Il suffit qu'on est un petit peu typé, c'est aussi un peu difficile. Mais moi je lâche rien parce que, vous voyez, en fait l'entrepreneuriat c'est ça, c'est notre rencontre en fait. On rencontre des gens sympathiques et finalement, quand on découvre que le parcours de chacun, il y a eu aussi des difficultés, voilà. Mais que malgré tout, si on lâche pas, on y arrive. Ah oui, oui. Ah oui, non, oui. Il faut être tenace. Il faut être tenace. Si je vous raconterais tous les détails, Oui. Quand j'ai discuté avec mon Suisse, j'ai pris la voiture la nuit. Et il avait une usine à Turin. Ouais. Et toute la nuit, j'ai roulé. J'étais le tunnel de Mont-Blanc, j'ai passé. Et le matin, j'étais chez lui. On a discuté. J'ai le notaire chez lui et tout ça. Et j'ai repris l'après-midi la voiture pour rentrer à Paris. Parce que j'étais responsable ici. J'avais 10 personnes à travailler. Et après, j'étais allé en Allemagne voir le directeur parce qu'il y avait un papier qui manquait. Et puis, j'ai fait pareil. Je suis parti à 5 heures du soir pour aller à Munich. 800 km. Et il était à l'hôpital, il était opéré. J'ai eu la permission de le voir le matin même. Et à 2 heures de l'après-midi, je suis reparti pour rentrer à Paris. Donc ça veut dire que, Martin, vous êtes plus que tenace, vous avez pris des risques, clairement, voilà. Vous avez pris des risques, parce que là, vous êtes en train de me dire que vous avez roulé toute la nuit, vous n'avez pas dormi, vous étiez en négociation quasiment sur 2 jours. Donc ça veut dire qu'il ne faut rien lâcher. Prise de risque quand même, donc il faut se dire qu'on prend des risques quand même un petit peu, mais mesurés malgré tout. Et résultat, on est là. On est en 2019 et c'est toujours encore à vos côtés. Et voilà, vous sauvez le patrimoine de la famille Eiffel. Ouais. Et cette soufflerie, elle est tellement symbolique. Écoutez, elle nous donne un souffle à tous les entrepreneurs, les inventeurs. Écoutez, de Eiffel, on parlait presque jamais. Il y a quelques années, c'est moi qui ai commencé à lancer le truc de Eiffel. J'ai fait des conférences ici. Et c'est comme ça que ça est venu. Et après, avec Philippe, on a commencé à travailler et tout. Mais avant, il n'y avait personne. À 83, j'avais personne. Mais pourquoi C'est parce que dérangé ou c'était pas... Ouais. Non, c'était pas... Il n'y avait pas de... Eiffel, c'était Eiffel et puis c'est tout. Mais c'était pas extra. Alors que maintenant... Vous avez redoré en fait, bien sûr, ça. Les livres qui sortent sur Eiffel et tout ça, c'est maintenant. Tout le temps maintenant. Les bandes dessinées, les tas de trucs, tout sort sur Eiffel. Mais avant, il n'y avait rien. Écoutez, nous, c'est formidable. Hein. C'est formidable parce que maintenant, là, ça fait combien de temps que vous êtes là? Ça fait déjà dans ce lieu Depuis 59. Depuis 59, voilà. Eh oui, ça fait 60 ans presque. 60 ans. Non, mais c'est juste magnifique. Nous, on est vraiment heureux d'avoir échangé avec vous, parce que c'est un témoignage exceptionnel. Et puis, on va inviter tous nos coworkers, nos entrepreneurs, inventeurs, qui souhaitent avoir un peu plus d'informations, peut-être d'être accompagnés, de rencontrer d'autres inventeurs. Et bravo Martin, merci. C'était pour Coworking Channel, donc en direct donc, de ce magnifique lieu, la soufflerie dans d'Eiffel. Et oui, peut-être un élément important. Un petit message pour soutenir les jeunes entrepreneurs quand ils ont leur projet. Quel serait, en 2-3 lignes, un message pour accompagner l'entrepreneur qui ne lâche pas, par exemple? Ah oui. Un conseil. Un conseil. Il faut être tenace. Il faut avoir du courage. Il faut risquer et surtout choisir les gens qui vous aident. Parce qu'il y en a qui vous aident, mais à leur profit. Et ça, j'en avais aussi. Je n'ai pas parlé là-dedans, mais il y en avait aussi qui voulaient acheter, mais pour le nom Eiffel. Et le reste, ça ne les intéressait pas, ils voulaient vendre. Donc, c'est ça aussi. Il faut qu'ils soient tenaces et faire très attention et chercher des appuis avec des gens simples et sympathique. Écoutez, Martin, ça me parle clairement, parce que moi, je n'ai pas été entouré comme il aurait fallu dès le début. Donc, très bon conseil. Très, très bon conseil. Non, c'est ça. Il faut vraiment... C'est pas facile. C'est pas facile de trouver les bonnes personnes. Non, c'est pas facile. C'est pas facile. Mais si vous êtes sympathique et tout, vous dites, moi, avec les Allemands, mais ils m'ont aidé. Ah oui. Ils m'ont mis en rapport et après, ils m'ont appuyé et tout. Et quand je l'ai acheté, le 1er août, tout le monde est parti en vacances. J'étais tout seul et à la fin du mois, il y avait 10 personnes et des ingénieurs, il fallait faire la paye. Ils m'ont payé d'avance les travaux pour que je puisse faire la paye en fin août. Et c'est comme ça que j'ai commencé. Et ils m'ont aidé beaucoup. Une chose aussi, après j'ai fait le retour. Parce que quand ils avaient des problèmes,
le directeur, souvent il me téléphonait, mercredi ou jeudi, il me dit qu'est-ce que vous faites le week-end prochain? Je dis je me repose. Ah, il dit je viens. Ah, j'ai compris. Il venait vendredi soir et on travaillait vendredi soir, on commençait toute la nuit, samedi toute la journée, toute la nuit et dimanche toute la journée. Et le soir, je l'ai emmené à l'aéroport à Roissy pour qu'il rentre chez lui. Donc voilà, et il était content aussi parce qu'on répondait tout de suite à ses appels après. Donc c'est important donc, de bien s'entourer, d'être tenace et après on arrive à la formule Martin Peter. Voilà. C'est exactement Ok. ça. Voilà. Merci beaucoup. Merci Martin. Voilà. Au revoir. On leur fait un petit coucou.